Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les échanges entre le Premier ministre et la chefferie traditionnelle de San Pedro dans la région sud-ouest. Patrick Achi a transmis aux têtes couronnées de San Pedro le message de remerciement et de paix du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire représentée aux États-Unis par la ministre Kandia Camara à la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères va prononcer son discours à la tribune des Nations Unies le 27 septembre prochain. Enfin, au moins 6 morts et une vingtaine de blessés aujourd'hui lors d'une fusillade dans une université de l'Est de la Russie. L'auteur a été arrêté. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a donné il y a quelques jours le coup d'envoi des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro. Vaste chantier qui va durer 15 mois. L'occasion pour le chef du gouvernement d'échanger avec la chefferie traditionnelle. Les précisions de Sam Conan. Juste après son arrivée à l'aéroport de San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi s'est dirigé à la place Saint-Pierre pour y rencontrer les chefs venus de tout le district du Bas-Sassandra. Une rencontre fraternelle qui a débuté par la traditionnelle prise de cola, signe d'hospitalité en pays Kroumen. Les chefs traditionnels, venus très nombreux et habillés en tenue d'apparat, savent que le Premier ministre Patrick Achi est porteur de bonnes nouvelles. Il faut dire que c'est un grand jour. Si vous voyez l'ensemble des chefs venus d'un peu de partout, réunis ce jour ici dans leur apparat de chef, il faut dire que c'est parce que nous sommes animés par une joie immense. La joie est là, elle est fortement là. Le Premier ministre, après avoir transmis les salutations du chef de l'État, a livré le message de paix du président Alassane Ouattara aux têtes couronnées. Les premières choses qui sont venues remettre en cause le développement fulgurant que le père de la nation avait impulsé dans ce pays, c'est l'instabilité, les troubles sociaux, politico-militaires. C'est le message que j'étais venu vous donner de la part du chef de l'État, un message de remerciement, un message de félicitations, un message d'encouragement pour les efforts que vous faites chaque jour et de vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur vous pour maintenir le calme, la paix dans ce pays, afin que tous les actes de développement que vous voyez puissent continuer et que d'autres suivent et que nos enfants, à la suite de nous, on puisse leur remettre un pays dans la paix, qu'ils continuent, parce qu'à la fin de la journée, c'est le développement qui est le plus important. Après la cérémonie des prises de cola et les échanges avec la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer les travaux du renforcement de la côtière. En image, direction New York, aux États-Unis, où se tient la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kandia Camara va prononcer son discours à la tribune des Nations Unies le 27 septembre prochain. Pour faire reculer le coronavirus, respectons tous les gestes barrières et optons pour la vaccination. Les chiffres en Côte d'Ivoire, 131 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte à présent 59 020 cas confirmés de coronavirus. 56 688 personnes guéries, 566 décès et 1766 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire est volontaire et gratuite.
La Côte d'Ivoire qui poursuit les efforts dans la lutte contre le coronavirus. 35 700 doses de vaccins AstraZeneca ont été réceptionnées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la commune de Port-Bouët. Ce vaccin vient appuyer le plan de riposte sanitaire du gouvernement. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut ainsi atteindre la barre de plus de 12 millions de personnes vaccinées pour briser la chaîne de contamination dans le pays. Le point, Jean Djadji. 35 700 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca mises à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Ce don de l'État d'Islande est réceptionné par le ministre de la Santé Pierre Demba, accompagné des agents de l'UNICEF. Ces vaccins AstraZeneca renforcent la capacité vaccinale des services compétents du ministère de la Santé. Depuis quelque temps, on attendait des vaccins AstraZeneca. C'est un premier lot donc, de 35 000 doses que nous recevons de l'État d'Islande. Et ces lots-là seront complétés par d'autres dons et éventuellement donc, une autre contribution de COVAX. Avec plus de 1 700 000 doses de vaccins anti-Covid déjà administrées, le gouvernement remercie ses partenaires et encourage les populations à se faire vacciner. La mobilisation se fait pressante un peu partout, mais je voudrais vraiment inviter chacun à prendre ses responsabilités. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que dès la semaine prochaine, la vaccination reprenne de plus belle à l'intérieur du pays. Pour rappel, la combinaison de vaccins AstraZeneca-Pfizer est pour l'heure la seule autorisée selon le comité de veille de lutte contre la Covid-19 depuis le 10 septembre 2021. Toujours au chapitre santé, Yamoussoukro, dans la région centre du pays, accueille les 9e et 15e congrès conjoints des pédiatres. Ces professionnels de la santé sont réunis au sein de la Société ivoirienne de pédiatrie et de l'Union des sociétés et associations nationales africaines de pédiatrie. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Plus de 600 pédiatres venus de plusieurs pays africains francophones sont réunis à Yamoussoukro pour réfléchir sur les différents domaines de la santé de l'enfant. C'est dans le cadre des 9e et 15e congrès conjoints de la CIP, Société ivoirienne de pédiatrie, et de l'UNAPSA, Union des sociétés et associations nationales africaines de pédiatrie, suivi de l'enfant, urgence pédiatrique et pandémie Covid-19. Sujet de réflexion au centre des travaux de cette rencontre. À ces journées scientifiques, l'occasion est donnée aux experts en pédiatrie de présenter des projets, des résultats de recherche et de partager des expériences. Nos enfants viennent mourir, les nouveau-nés, d'infection du nouveau-né. Infection du nouveau-né, pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, on applique encore du n'importe quoi sur le cordon. Le CHU, 3e niveau, qui a des couveuses, qui a de quoi oxygéner et encore, le premier niveau n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge. Donc il faut qu'on travaille un peu en réseau. Plus jamais ça, en 2021, que les malades soient transportés dans des conditions qui ne sont pas aux normes, que les structures de santé ne soient pas aux normes pour recevoir et que le personnel ne soit pas à son poste de travail. Il faut vraiment qu'on s'y mette parce que je pense que c'est des indicateurs de développement. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence des autorités locales, des cadres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Soro Kuntele a mis un accent particulier sur la mortalité néonatale. Comme la plupart des pays africains, la situation de la Côte d'Ivoire est caractérisée par une mortalité qui baisse lentement. La mortalité néonatale est passée de 38 pour 1000 en 2012 à 33 pour 1000 en 2016. Et cette lente baisse nous interpelle. 12 conférences, 190 communications, 100 participants virtuels et exposition des stands sont au programme des 3 jours de travaux. Où en sont les travaux de construction des logements économiques et de haut standing effectués à Grand Bassam dans la région sud du pays? Nguessan Kofi Lataille, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement, a visité récemment le site. Plus de 3000 maisons seront livrées aux acquéreurs. Cheikh Koné. Un citoyen, un toit. C'est désormais une réalité dans la commune de Grand Bassam. 3000 logements économiques et de haut standing seront bientôt livrés aux acquéreurs. Des maisons de 3 et 4 pièces réalisées par le groupe Italia Construction, installé en Côte d'Ivoire depuis 2016. Ici, c'est composé de logements économiques et de standing.
C'est la première tranche des 3000 logements. Ces logements rentrent dans le programme qu'on a signé avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est joli parce que c'est une innovation. Nous, on a donné plus pour le bien-être des Ivoiriens. La construction de ces appartements et villas s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux, dont l'objectif est de pallier le déficit de logement en Côte d'Ivoire. L'État ambitionne une fourniture de 150 000 logements d'ici à 2025. En visite de travail sur ces sites, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en charge du logement social, a affiché sa satisfaction pour la qualité des œuvres. Les témoignages des bénéficiaires m'ont convaincu que c'est du sérieux. Et moi-même, ce que j'ai vu, je suis convaincu que c'est du sérieux. Et donc, je voudrais profiter de votre micro pour féliciter les responsables de l'entreprise Italia Construction pour le travail qui est fait. On va aider nos frères italiens à pouvoir continuer le travail et permettre aux acquéreurs de rentrer dans leur maison. Ce programme de construction prévoit la sortie de terre des cités avec des stations de traitement des eaux usées. Pour Nguessan Kofi Lataï, cet ouvrage traduit la volonté du gouvernement d'offrir un environnement propice à la santé des futurs locataires. Bientôt un nouveau grand marché pour la commune de Bingéville. Cette infrastructure moderne estimée à environ 5 milliards de francs CFA sera livrée dans 18 mois. Malheureusement, ce projet ne fait pas l'unanimité. En effet, certains commerçants refusent de quitter le site de l'ancien grand marché. Pour en parler, Walter Amadou. Mise en service il y a plus d'une quarantaine d'années, certaines structures du grand marché de Bingerville menaçaient de s'effondrer selon des commerçants. Je suis sous l'étage. Donc l'étage était vraiment très même vilain à voir. Parce que les bois là, tout est pourri et tous les caniveaux du marché étaient bouchés. Relativement à l'ambition d'offrir un cadre de commerce moderne et modèle digne de Bingerville, le premier magistrat de cette commune a initié des rencontres avec les représentants des usagers de ce marché. Cela dans le but de leur expliquer les dangers auxquels ils sont exposés et convenir avec eux d'une date de départ du lieu à risque pour un site temporaire. Dans le mois de juin, il y a eu un délai de 45 jours où tous les syndicats et le comité de gestion étaient informés. C'est là que nous, on allait voir le maire pour dire les 45 jours, ça n'allait pas arranger les choses, mais qu'il nous laisse le temps de mieux s'organiser. Face aux points de vue opposés et aux différents délais de départ non respectés, un arrêté municipal a permis le démarrage des travaux de démolition de l'Est-Grand Marché le lundi 13 septembre dernier. Les syndicats nous ont dit de ne pas bouger, qu'ils ne vont pas casser le marché. Ils sont en train de négocier pour qu'on reste. Donc on est resté jusqu'à... Moi, je suis resté à la maison, mais puis on m'a dit, ah, mais le marché est en train de casser, tu fais comment tes barrages? À 07h, la démolition a commencé. Au début, il y avait des commerçants qui n'avaient pas fini d'enlever les bagages. Et on les a aidés à pouvoir enlever les bagages. Et c'est là que la démolition a commencé. Jusque-là, depuis lundi, il n'y a pas eu d'opposition. Tout s'est correctement bien passé. Pendant ce temps, la majorité des commerçants, y compris les réfractaires au départ, ont rejoint le nouveau site situé à quelques encablures de l'Est-Grand Marché. Moi, j'ai fait témoigner des premiers jours où on est venu ici. Toutes les femmes, il n'y a pas un qui est sorti à un bacard. Bacard, c'est là, tout est fini. Mes jours. Il y a trop de potopoto. Nous, on voudrait que vous arrangez un peu. Sinon... Si vous arrangez là, ça nous arrange. Voilà, sinon on est content d'être ici. En attendant, le député maire de Bingerville, Youssouf Doumia, se veut rassurant. Bingerville est en train d'évoluer. Donc il est important aujourd'hui pour Bingerville quand même de renouveler ses édifices. Le nouveau marché normalement doit abriter près de 3000 personnes. On aura autour de 850 hectares et 700 magasins et d'autres choses qui feront de ce marché un marché très moderne, très moderne. Mais je rassure tout le monde pour dire que ce marché n'est pas un marché de ceux qui sont d'Abidjan. C'est un marché des femmes et des hommes de Bingerville. Le nouveau marché sera livré dans 18 mois avec l'occupation d'une superficie de 2 hectares, 600 mètres carrés qui va accueillir toutes les commodités. On a 4 types de construction à l'intérieur. On a des magasins de type mezzanine qui fait une superficie par magasin de
18 mètres carrés, des box, des étals avec une charpente métallique. Donc avec cela aussi, on a des commodités comme les toilettes, on a une administration, on aura aussi également une infirmerie. Tout ceci grâce à un financement BOT modèle utilisé dans les partenariats publics-privés. Le futur grand marché de Bingerville sera donc rétrocédé à la commune après une dizaine d'années d'exploitation par le promoteur des travaux. Toujours en Côte d'Ivoire, ce programme pour booster l'alphabétisation des femmes. Un projet numérique d'initiation à la lecture et au calcul sur des téléphones intelligents a été lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Des femmes de Anono, petit village situé dans la commune de Cocody, ont reçu il y a quelques jours ce matériel d'apprentissage. Pour en parler, Didier Nguessan. 47% de la population ivoirienne ne sait ni lire ni écrire. Parmi ces personnes, 63% sont des femmes selon l'UNESCO. Pour réduire l'analphabétisme chez les femmes, l'institution onusienne lance la phase 4 du projet d'alphabétisation numérique. Les bénéficiaires de la commune de Cocody reçoivent symboliquement leur outil d'apprentissage des smartphones. Vous pouvez être là quelque part, on vous dit, bon, dans telle zone, c'est une zone à risque. Si vous ne saviez pas lire, comment vous allez faire? Vous allez rentrer dans cette zone. Mais grâce à ce projet aujourd'hui, chacun de nous arrive à lire, à compter, à s'exprimer. Je dis merci à ceux qui ont pensé à mettre ce projet sur place. En plus de Cocody, Abobo et Makori sont également concernés avec un total de 400 commerçants bénéficiaires. Le projet leur permettra de gérer au mieux leurs activités. L'alphabétisation est aussi un des axes de priorité du fonds FAFSI de la Première Dame qui finance les femmes. La Première Dame a tellement compris l'importance de l'alphabétisation que dans le FAFSI, précisément dans le volet formation, nous avons un module alphabétisation. Parce que nous devons apprendre aux femmes à gérer le fonds qu'elles reçoivent. Pour pouvoir gérer un fonds, il faut savoir lire, écrire et compter. 500 femmes ont déjà bénéficié du projet d'alphabétisation numérique de l'UNESCO. 1,6 million de personnes apatrides en Côte d'Ivoire. L'État a adopté en septembre 2020 la première procédure de détermination de l'apatridie en Afrique. L'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa et l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire veulent s'inscrire dans cette action humanitaire. Ces deux parties ont donc signé récemment un accord de partenariat. Les explications de Jean Djadji. Signature de procès-verbaux entre l'université de Daloa et les femmes juristes de Côte d'Ivoire. Une action engagée pour accompagner le gouvernement dans la régularisation du statut des 1,6 million d'apatrides vivant dans le pays. Cet accord de partenariat entre ces deux entités encourage principalement le financement de la recherche scientifique sur ces personnes dépourvues de nationalité. Ce sont 10 étudiants qui bénéficieront de primes de recherche du Haut Commissariat des réfugiés grâce à cette convention. Ici à l'université, très peu d'étudiants ont des informations sur la notion d'apatridie. Voilà, nous, juristes, ça passe encore, peut-être sociologues, oui, mais les autres filières, je peux dire qu'il y a encore des attentes à ce niveau-là. Il y a aussi bien des nationaux que des personnes venues d'autres horizons, vivant dans notre pays, qui sont des personnes qui peuvent être considérées comme à risque d'apatridie. C'est donc un domaine qu'il faut connaître, qui a besoin d'être développé. Et pour pouvoir le développer véritablement et de façon scientifique, c'est de l'intégrer dans les curricula d'enseignement. L'université de Daloa enregistre 13 mémoires de recherche financées par le HCR. Ce problème couvre beaucoup de champs disciplinaires qui nous invitent donc en tant que structure universitaire à nous pencher sur les différents aspects afin d'apporter de consulter déjà des bases de données et d'apporter des solutions. 7 enfants retrouvés de parents inconnus ont reçu ce jour leur certificat de nationalité des mains du HCR et des femmes juristes de Côte d'Ivoire. La jeunesse de Toumaudi, dans la région centre du pays, veut tourner le dos à la violence politique. Les jeunes ont participé récemment à une compétition sportive intitulée « Le tournoi du vivre ensemble ». Léon Brou de RTI Boaké.
Stade de Maracana de Nguessambakro, sous-préfecture de Kokumbo. Dans la tribune officielle, 6 membres du gouvernement, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle, tous spectateurs de la finale du tournoi de Vivre Ensemble. Face à Laourebo, Akroukro remporte le trophée Dr Raymond Goudoukofi. Je ne tiens qu'à remercier les organisateurs parce que cette victoire aujourd'hui va permettre à la jeunesse d'Akroukro de se gagner un peu. Le football, c'est ça. Malgré ma défaite, je suis engagé à la réconciliation. Cet esprit fair play, le tournoi de Vivre Ensemble en aura été l'expression pour les 16 villages en compétition. La preuve, selon l'initiatrice et le parrain, qu'après les douloureux événements électoraux de 2020, la réconciliation entre jeunes de Toumoudi est possible. Depuis les événements malheureux qui se sont passés à Toumoudi, nous n'avons pas l'opportunité de nous retrouver avec notre jeunesse. Et c'est à travers ce tournoi, c'est le démarrage pour une meilleure cohésion, c'est le démarrage pour une nouvelle jeunesse. Pour tout ce qui s'est passé dans cette région, ici à Toumoudi, nous sommes heureux que par le sport, venu de tous les villages, les jeunes se retrouvent, tournent la page douloureuse du passé et essaient de reconstruire l'avenir en confiance et dans la cohésion, dans la fraternité. C'est ce que nous avons vu ici et que nous saluons. Toutefois, le ministre de la Promotion de la Jeunesse exhorte à consolider cette paix retrouvée, indiquant au nom de ses collègues la paix durable comme condition du développement, donc de l'autonomisation et de l'épanouissement des jeunes. On va aider Madame la ministre parce qu'elle a la confiance du président Alassane Ouattara. Mais à une condition, qu'on n'entende plus que les jeunes de Toumoudi se sont divisés et qu'on n'entende plus qu'à Toumoudi, il y a des palabres intercommunautaires, interpartis, etc., qu'on n'entende plus qu'il y a de la violence ici à Toumoudi. Tant qu'il n'y aura plus de violence, je vous promets qu'on fera le maximum pour aider la jeunesse de Toumoudi. Après cette édition test de Toumoudi, le tournoi de Vivre Ensemble pour renforcer l'entente et l'unité des jeunes va s'étendre à toutes les régions pour une cohésion sociale et une réconciliation vraie dans le district autonome des Lacs. Le vivre ensemble, la convivialité et la cohésion sociale également prônée à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, à travers la 5e édition du village des alliances interethniques. Le point dans ce reportage de Sam Conan. Ils sont venus des 27 campements, entendez, villes du pays, pour créer un village et célébrer la cohésion sociale, le vivre ensemble, dans une Côte d'Ivoire fraternelle et unie, à l'occasion de la 5e édition du village des alliances interethniques à la place Saint-Pierre de San Pedro. C'est un village qui réunit tous les fils et les filles de ces pays dans leurs différences politiques, ethniques et religieuses. C'est dans cette diversité-là que nous avons décidé d'être unis pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. Et quand des alliés se retrouvent, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Les guerriers sont nos esclaves. Je suis guerrier 100%. Mon père est guerrier, ma mère est guerrier. Les Tagmanas, les Sonoufos, les Gourous. Ils sont ici là. Ils sont ici là. C'est la reine qui parle. Je suis la reine. C'est moi, Tagbana. Je suis guerrier. Mais voici. Elle est belle parce qu'elle est à Caen. C'est son côté à Caen là. C'est ça qui est joli. Sinon le côté c'est nouveau là. C'est nouveau. C'est parce qu'il y a côté c'est nouveau qu'elle est aussi jolie. Des mets de différentes ethnies concoctés et présentés lors d'un concours culinaire. Les villageois ont suivi avec beaucoup d'intérêt une conférence sur l'importance des jeux d'alliance interethnique dans le processus de réconciliation nationale. Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin d'alliés, on a besoin de se retrouver pour une belle Côte d'Ivoire. Et pour la cohésion sociale, nous avons une arme, c'est l'alliance ethnique. Toute personne qui a compris le bien fondé de l'alliance ethnique ne peut plus faire palabre avec son allié. Nous avons décidé que toutes les ethnies de Côte d'Ivoire soient alliées entre elles désormais dans la cohésion sociale. Au nom des jeux d'alliance, c'est très important. Les jeux des alliances interethniques, vraiment très important pour l'unité, pour la cohésion sociale
parce qu'elle favorise le rapprochement de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le village des alliances interethniques, édition 2021, ce sont plus de 2000 participants. Pour l'édition 2022, c'est le village de Bouaké qui a été retenu. Des réjouissances à Sougassou, village situé dans la région centre du pays. La communauté catholique a participé à l'inauguration d'une grotte mariale au sein de son église. Cérémonie en présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Danhaut. Les précisions de Eugène Atoubé. Église protestante Sema de Didievi. Le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration et maire de la localité, le docteur Brice Kouassi, de confession catholique, prie avec cette communauté. Le premier responsable de cette église, le surintendant François Agokofi, à la tête des religieux de Didievi, a travaillé sans cesse pour la paix et la cohésion sociale dans le département. Une contribution qui permet à Didievi d'avancer inlassablement sur les rails du développement. Une contribution des hommes de Dieu que le docteur Brice Kouassi a tenu à saluer au moment où le révérend pasteur François Agokofi est en fin de mission dans le département. C'est le vivre ensemble qu'elle est ici célébrée. Le vivre ensemble que le président de la République ne cesse de répéter et que les communautés religieuses de Didievi mettent en pratique au quotidien. Prier enfin pour les communautés qu'il va retrouver là-bas et que ces communautés-là adoptent comme nous l'avons adopté ici à Didievi. Le révérend pasteur part non sans inviter les populations à l'amour et à la paix. Le message que je laisse aux mes collègues guides religieux est d'être toujours ensemble pour prier pour le développement du département de Didievi, pour la cohésion sociale des fils et filles de Didievi. Des chants et des dons ont accompagné le révérend François Agokofi qui va déposer ses valises à Gonaté pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Au chapitre sport, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Côte d'Ivoire, on le sait, accueille ce tournoi. Le président du comité d'organisation, François Albert Amichia, a rencontré récemment les patrons de la presse ivoirienne dans la commune de Marcory. Les précisions de Konaté Ngamblé et Patrick Dadier. Rencontre d'échange ce vendredi 17 septembre 2021 entre François Albert Amichia et les patrons de presse de Côte d'Ivoire venus apporter leur soutien au COCAN. Des échanges empreints de convivialité au cours desquels Lassane Zoré et Patrice Yao, au nom des entreprises de presse, se disent prêts à jouer pleinement leur partition avant, pendant et après la compétition. En tant que fêtière des entreprises de presse, nous avons jugé vraiment pertinent de venir rencontrer le président du COCAN pour échanger et le rassurer que nous sommes à ses côtés. C'est une mission gigantesque et nous voulons prendre notre place dans cette organisation-là. Je voudrais mettre à la disposition de la COCAN nos espaces, aussi bien publicitaires, aussi bien éditorial, aussi bien digital, pour qu'ensemble on réussisse l'organisation de la COCAN telle que c'est conçu. Une démarche appréciée par François Albert Amichia qui en a profité pour présenter aux patrons de presse les avancées et les perspectives du COCAN 2023. Après 72 heures passées à Korogo dans le cadre de la visite des chantiers, le président du comité d'organisation de la CAN 2023 rassure quant à l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures. Nous avons été agréablement surpris par l'évolution des travaux à Korogo. Au niveau des infrastructures sportives, il y a un petit retard mais qui sera très vite rattrapé. Au niveau des infrastructures hôtelières, là, il n'y a aucun souci. Au niveau des infrastructures sanitaires, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement et qui continue de le faire. Donc je pense qu'à la date indiquée, la Côte d'Ivoire sera prête. Dès ce lundi, François Albert Amichia et son équipe seront à Bouaké et à Yamoussoukro pour la visite des infrastructures devant abriter la grande messe du football africain dans notre pays.
En image, ce drame en Russie. Au moins 6 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées aujourd'hui par un homme qui a ouvert le feu dans l'enceinte de l'université de Perm à l'est du pays. Le tireur, dont l'identité a été établie mais pas révélée, serait un étudiant selon le comité d'enquête. L'auteur de cette attaque qui opposait une résistance lors de son arrestation a été blessé. Enfin, plus de 5000 personnes évacuées de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries. Le volcan Cumbre Vieja est entré hier en éruption pour la première fois depuis 1971. L'évacuation a été rendue obligatoire dans une dizaine de communes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bon début de semaine à toutes et à tous sur RTL.